Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. L'excellence d'une coopération saluée par les deux parties que sont le Cameroun et l'Union européenne. Hans-Peter Chadec et Joseph Dion Ngouté ont passé en revue les bons points de cette relation riche, dense et intense. Détail dans ce journal. Le nerf de la lutte anti-Covid-19 fait des vagues. Le ministre de la Santé publique apporte des clarifications. Manaouda Malachi indique qu'en 5 mois, plus de 20 milliards de francs CFA ont été consacrés à cette lutte et promet davantage de transparence dans la gestion de la riposte. Et puis des adieux émus pour le professeur Marc-Joseph Omba, l'ancien directeur de l'ESTIC, ancien directeur de l'information à la CRTV et ancien maire de Mbankomo a entamé son voyage pour l'éternité. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue une fois de plus. La coopération Cameroun-Union européenne a été magnifiée au cours de l'audience accordée à l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne arrivé en fin de séjour au Cameroun par le Premier ministre chef du gouvernement. Joseph Dion Ngouté et Hans-Peter Chadec ont à cette occasion fait le tour des questions qui préoccupent le Cameroun et l'Union européenne. Séverin Alégambélé. L'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne quitte bientôt le Cameroun. Mais comme le veulent les usages diplomatiques, son Excellence Hans-Peter Chadec a été reçu en audience par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté. Les deux personnalités ont saisi ce cadre d'échange pour revisiter les relations entre le Cameroun et l'Union européenne. Des faits et gestes symboliques qui marquent un cheminement exemplaire entre les deux entités. L'Union européenne est bien visible au Cameroun à travers divers appuis budgétaires au développement sectoriel. C'était l'occasion de souligner l'excellente qualité de cette coopération. Évidemment, la question des échanges commerciaux, la question des investissements, le rôle du secteur privé, la création d'emplois, tout ça, ce sont les dimensions du partenariat économique que nous avons conclu. Et je remercie le Premier ministre pour sa confiance en m'associant par exemple aux réunions du Cameroon Business Forum qui adresse justement ces questions. Dans les chantiers à venir entre l'Europe des 27 et le Cameroun, il faut pouvoir suivre les négociations post-Cotonou, le dialogue politique, le dialogue économique structuré, l'accompagnement du processus de mise en œuvre de l'accord de partenariat économique, accord visant à développer le libre-échange entre le Cameroun et l'Union européenne. Le corona risque de plomber son deuxième. Plus de 20 milliards de francs CFA, c'est ce qu'aura coûté ces 5 derniers mois la riposte anti-Covid-19 au Cameroun. Information communiquée par le ministre de la Santé publique. Manaouda Malachi a donné un point de presse ce vendredi à Yaoundé. Au cœur de la rencontre, la gestion de la pandémie du Covid-19 sur les volets épidémiologiques, logistiques et financiers. L'essentiel à retenir dans ce reportage de Daniel Menanga. Caméra, stylo, enregistreur, armé. Projecteur bien réglé, le ministre de la Santé publique parle finance à cause du coronavirus. Je voudrais à cet effet apporter quelques précisions sur la gestion financière et logistique, adossée à un système propre aux règles de finances publiques, dont l'une des plus pertinentes est le principe de la séparation entre l'ordonnateur et le comptable. Du point de vue des dépenses totales effectuées, la riposte sanitaire a coûté au cours des 5 derniers mois un montant total de 20 milliards 204 325 314 francs CFA. Les fonds alloués Covid ont servi à l'aménagement des infrastructures, construction des unités d'isolement et autres travaux de réhabilitation dans les hôpitaux des régions affectées par la pandémie. Les efforts de 5 mois de lutte contre la maladie sur lesquels on ne peut fermer les yeux. Respect des mesures barrières, rupture de la transmission communautaire, préservation des vies des personnels de santé et continuité du service dans les hôpitaux, encore en quête de lumière.
Nous reparlerons de Covid-19 au cours de ce journal. En attendant, en prélude à la réunion des ministres de l'économie et des finances de l'intégration régionale des pays membres de la CEMAC, les experts planchent depuis mercredi dernier sur l'évaluation des mesures de résilience et le plan communautaire de relance économique post-Covid-19 en zone CEMAC. Le menu des discussions préparatoires à la rencontre, prévue la semaine prochaine, présenté ici par Marie-Laurent Senki. La situation économique des pays de l'Afrique centrale est instable mais maîtrisée. Ces paroles sont de Antoine Gakenyi, président de la cellule de suivi du programme économique et financière de la CEMAC. À l'ouverture des travaux de cette instance, il a déroulé le lourd agenda qui attend les ministres de la sous-région. Nous aurons à examiner l'état de la mise en œuvre des décisions et recommandations du COPIL sur les réformes structurelles et le renforcement de l'intégration, préparation de la table ronde sur les projets intégrateurs, une esquisse d'un plan de relance communautaire post-Covid-19. Les États de la CEMAC se préparent, à l'instar des autres régions, de mettre sur pied un schéma de relance des activités économiques. Pour ce faire, il est nécessaire de concevoir un cadre macroéconomique accommodant. 4 grands axes ont été retenus. Les questions liées à la surveillance multilatérale, les États qui demandent la suspension de certains, pas de tout le système de la surveillance multilatérale, de certains critères pour une durée déterminée. La question de création d'un fonds pour notre région. Les travaux qui s'achèvent seront transmis aux ministres qui y plancheront le 31 juillet prochain. Suite de notre série sur les 6 mois de mise en fonction de la régie du terminal à conteneurs du port de Douala, les performances du système d'exploitation sont à saluer, mais il reste tout de même un point d'insatisfaction, les délais de passage qui connaissent un rallongement. Explication dans ce reportage que signe Lucrèce Mbenga. En 6 mois de service, la régie du terminal à conteneurs peut se prévaloir d'un rythme de chargement et de déchargement satisfaisant de ses navires. Mais ce bel élan est freiné par le Covid-19 et le nouveau système douanier CAM6. Le temps de passage avant le mois d'avril était de 19 jours. À partir du mois d'avril, nous avons vu le temps de passage monter de 19 à 26 jours. Et cette rallonge, les clients la payent en temps et en argent. Nos activités ont chuté de 17,5% s'agissant du transport en transit dû à CAM6. Les coûts, c'est environ 2,5 à 3 milliards de francs CFA de pertes. Fort heureusement, ces plaintes jugées légitimes sont désormais adressées par la Direction générale de la douane. Continue à dire aux opérateurs qu'ils peuvent véritablement avec CAM6 anticiper sur un ensemble de problèmes qui étaient posés hier parce que les gens n'avaient pas encore réussi à bien s'approprier l'outil, mais en même temps parce que nous avons adressé des problèmes au fur et à mesure qu'ils ont été posés. Et déjà, les délais de passage sont réduits de 2 jours, de 3 jours, de 4 jours. Mais ici comme ailleurs, le temps, c'est de l'argent. Et c'est bien dit, le temps c'est de l'argent. Parlons d'autre chose. Gestion des conflits domaniaux. Les chefs traditionnels du département du Nfundi appellent le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières à l'aide. Une délégation de dignitaires a rencontré Henri Eyebea ici ce vendredi. Et sur l'intérêt de cette visite, je vous propose d'écouter le porte-parole de cette délégation, Sa Majesté Marcus Owonai Somba, s'exprime au micro de Augustin Guizana. Le Nfundi profond a de sérieux problèmes de problèmes fonciers. Et nous sommes donc venus nous présenter chez le ministre pour lui présenter nos problèmes du Nfundi, qui sont presque les mêmes que ceux qu'on rencontre dans les grandes villes. Nous citerons par exemple Douala. Les autochtones souffrent et je crois qu'il en est conscient. Ce que nous voulons, c'est de lui souhaiter longue vie, qu'il mette long dans cette fonction de ministre des Domaines pour que les problèmes fonciers trouvent réellement leur solution. Dans le cadre de l'amélioration de l'offre de formation professionnelle dans la région de l'Est, un centre de formation au métier sera bientôt opérationnel en Dombomé. Il vient d'être visité par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Tiroma Bakari. Georges Alain et Yango de CRTV Est pour les détails.
En quête de modernisation, pour une meilleure offre de formation professionnelle, les différentes structures du Soleil Levant reçoivent une visite porteuse d'espoir, celle du ministre Issa Tiroma Bakary, au cours de ses escales à la SARSM d'Abomban et au centre de formation privé des Sœurs de Kagama. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle a des motifs de satisfaction, notamment du point de vue des infrastructures et de la qualité de l'offre de formation, mais avec au bout la mention peut mieux faire. La mutation de cette structure en centre de formation au métier est dès lors en vue pour mouler des apprenants aptes aux besoins de l'heure du marché de l'emploi. Un pari en voie d'être gagné ici en Dambomé, arrondissement de Mandjou, avec une offre de formation à venir plus que diversifiée. Mais l'incivisme qui prévaut actuellement sur le site d'aménagement de ce CFM préoccupe le ministre Issa Tiroma Bakary. Je relève, pour le déplorer, l'incivisme des riverains qui se sont installés sur les sites dédiés. Comme à Bertois, des centres de formation au métier sont en voie de construction en DOP dans le nord-ouest et dans la capitale de la Damawa, Ngaoundéré, où s'est rendu le MINEFOP à l'issue de sa visite de travail à l'est. Dans la suite du journal, parlons des océans et des mers et vous allez comprendre pourquoi. Les océans nous nourrissent, ils régulent notre climat et génèrent la plupart de l'oxygène que nous respirons. Pourtant, ils continuent d'être constamment menacés par l'activité humaine. La journée africaine des mers et des océans se célèbre demain. Elle vise à sensibiliser les populations sur la place qu'occupent ces espaces de vie. Plus de précisions avec José Gaïtan Tianga. Une visioconférence pour trouver la meilleure formule dans la préservation des fonds marins au Cameroun. Le ministre de l'Environnement et les directeurs généraux des ports autonomes de Kribi et de Douala travaillent en synergie pour des océans de moins en moins pollués. Nous avons pour de loin court moyen terme, c'est-à-dire 2021-2023, pensé mener des actions d'envergure pour lutter contre la pollution de l'air, la pollution marine, et ça fait partie de nos actions. Mais également, la gestion durable des côtes, c'est également un programme très important qui constitue un programme que nous allons donc suivre. Et sinon au quotidien, ça fait partie de nos programmes, sans oublier le côté développement durable aussi. Selon les experts, 20% des fonds marins et océaniques du Cameroun sont pollués. Le gouvernement appelle à une prise de conscience des populations sur la sauvegarde de ces espaces. Avant l'ère industrielle, les océans arrivaient à absorber le carbone émis. Mais depuis lors, avec les activités humaines, le carbone est devenu plus important. On n'arrive pas à contrôler ce qui explique le changement climatique. Le thème de l'édition 2020 de la Journée africaine des mers et des océans est innovation au développement durable des espaces maritimes et des installations portuaires au Cameroun. C'est par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises que le réseau des parlementaires pour la promotion de l'entrepreneuriat privé a démarré hier son plaidoyer de mobilisation des acteurs pour une dynamique de création de richesses. Le député Roger Milingui et son équipe se sont ensuite rendus au ministère des Finances. L'échange portait essentiellement sur la mise en place d'une synergie d'actions visant à mieux accompagner les initiatives privées. On fait le point avec Pulchéri Até. Le choix du ministère des Petites et Moyennes Entreprises pour cette toute première sortie du réseau des parlementaires pour la promotion de l'entrepreneuriat privé n'est pas anodin. C'est en effet le département ministériel à même de mieux adresser les questions liées à l'entrepreneuriat. C'est ici que se mettent en place les actions, les programmes. Et nous sortons d'ici satisfaits du fait que des perspectives extrêmement réjouissantes sont de nature à adresser l'avenir. Pour être concret et pratique, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises envisage de mettre sur pied un cadre de collaboration à travers le concept « Un parlementaire, un projet ». Avec les parlementaires, nous sommes convenus de mettre sur pied un groupe de travail conjoint. Il y a toute une série d'initiatives qui permettraient que, dans le cadre du développement de ces synergies, que nous puissions au mieux toucher les jeunes porteurs de projets. Après le ministère des PME, les parlementaires ont poursuivi leur opération de charme au ministère des Finances. Avec le ministre Luc-Paul Motazé, ils ont abordé les questions liées au financement des initiatives privées. À ce sujet, le ministre des Finances attend des parlementaires des propositions fortes pour la construction de l'offre d'accompagnement de l'entrepreneuriat privé.
Ce triste événement qui fait le tour de la toile depuis quelques jours, le décès des suites de violences d'un jeune gendarme à Douala, le maréchal de logis Armel Limbembe est décédé dans la nuit du 22 juillet 2020 après avoir été battu à mort par des employés dans une agence de voyage. Les suspects font l'objet d'une enquête à la Légion de gendarmerie du littoral. Retour sur les faits avec Agnès Pascalola à Douala. Suscite l'indignation. Rendu sur les lieux du meurtre à Finesse au quartier Akwa à Douala, la consternation est visible sur les visages. Selon des sources autorisées, la victime en tenue civile se serait rendue dans les toilettes de l'agence. À l'entrée, le responsable lui aurait exigé 100 francs, une somme dont il possédait, contrairement à son collègue, le gendarme-major Aubin Yule Yacho. L'accès aurait pourtant été autorisé, mais au moment de partir, la situation s'envenime. Et là, survient un échange houleux. La situation dégénère en violence, incluant les laveurs de véhicules. L'irréparable survient. Le maréchal de logis reçoit un coup de gourdin sur la tête. Il rendra l'âme sur le champ. Le gendarme-major est roué de coups et est actuellement en soins intensifs à l'hôpital de la garnison militaire de Douala. Le maréchal de logis Armel Limbembe, la trentaine, qui revenait de mission de Buea en compagnie de ses 3 camarades, n'atteindra jamais sa destination Yaoundé. L'enquête ouverte suit son cours. Une histoire bien triste. Les condoléances du 20h30 à la famille du défunt. Le professeur Marc-Joseph Omba, ancien directeur de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication estique, ancien directeur de l'information à la CRTV et ancien maire de la commune de Bankomo, a entamé ce matin son dernier voyage. Sa levée de corps a eu lieu à l'hôpital central de Yaoundé, suivie d'une messe en la paroisse Bienheureuse Annuarité de Biémassé. Jean-Pierre Congé y a assisté et nous en dit davantage. Discrétion, simplicité, humilité et disponibilité, c'était la marque déposée du professeur Marc-Joseph Omba. Sa cérémonie de levée de corps était à l'image de l'homme sobre et bref. Malgré le coronavirus et son lot de restrictions, ses nombreuses familles étaient présentes. D'abord celle de l'ECJ Estique avec en tête le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famindongo, ancien directeur de l'ESTI et les dirigeants actuels de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Ensuite, celle de la CRTV avec le directeur général Charles Ndongo comme tête de proue. Et enfin, sa famille politique. Le ministre de la promotion de la femme et de la famille Marie-Thérèse Abena Ondoa et Gilbert Timi Evuna, ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, en font partie. À ses proches, venus apporter leur réconfort et à la famille nucléaire du disparu, les différents prédicateurs qui ont officié à la morgue et à la paroisse Bienheureuse Annuarité de Biémassy ont demandé de ne pas se laisser abattre par la mort. La mort, ont-ils dit, doit être source d'espérance. L'espérance de voir Marc-Joseph Omba, ce partisan acharné de la paix, qui avait toujours le mot juste pour apaiser les cœurs et appeler à la concorde, figurait parmi les élus de Dieu. L'ultime voyage de Marcos, comme l'appellent ses intimes, se termine ce samedi 25 juillet 2020 par son inhumation dans son village natal, Zoacel 1, dans la Noufou et Akono. Dans le même registre, le député Harouna Bougué a été inhumé dans son département natal, le Mayo-Loti. Le prince de Golombé a péri dans un accident de la circulation en début de semaine. Le message de réconfort du couple présidentiel était porté à la famille par le gouverneur Jean Abatéedi de la région du Nord. Les détails avec l'Aver Pascal Ndanga. Avant de retrouver définitivement la terre de ses ancêtres à Golombé, dans l'arrondissement de Guider, qu'il a vu naître il y a une quarantaine d'années, l'honorable Harouna Abdoulaye Bougué reçoit l'ultime hommage de la nation. Le gouverneur de la région du Nord, Jean Abatédi, transmet à la famille inconsolable le message de condoléances, de compassion et de réconfort du couple présidentiel, Paul et Chantal Biya. Un moment émouvant qui a précédé la grande prière pour le repos de l'âme du disparu à l'esplanade du Lamida de Golombé, dans le deuil. La disparition tragique de l'élu de la nation plonge les populations, la famille biologique et politique dans un profond désarroi et une immense tristesse alors qu'il venait d'achever la récente session parlementaire de la 10e législature. Le prince du Lamida de Golombé est arraché à la vie des suites d'un accident de la circulation sur l'axe Kaoundéré. Garouan, l'honorable Harouna Abdoulaye Bougué, député RDPC du Mayo-Loti, fait son entrée à l'hémicycle au terme des élections législative du 9 février 2020 et s'est illustré sur le terrain par des actions en faveur de l'éducation, la santé et la jeunesse. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement
à l'ensemble de la communauté. Il est 20h50, le point de la riposte nationale contre le coronavirus. Le pays assure une bonne maîtrise de la pandémie. Le taux de létalité a régressé. Des indicateurs donnés ce vendredi à Yaoundé par le ministre de la Santé publique. On va retrouver au centre des urgences notre reporter Évariste Eyenga pour d'autres précisions sur le sujet. Évariste, bonsoir. Que doit-on retenir ce soir ? Bonsoir à Tabadine au bar. Ce que l'on retient ce soir, c'est que la mort recule. Le taux de létalité a dégringolé de 2,7% à 2,3%. En revanche, le taux de guérison progresse. Il passe de 85 à 87%. À ce moment où 145 000 tests ont déjà été effectués et que 30 patients seulement sont sous oxygénation, le taux d'occupation des lits également est de 11,9%, soit 409 lits qui sont occupés sur les 3500 qui ont été disposés dans les centres de prise en charge. Ce soir, on parle du coronavirus et la possible implication de la pharmacopée. Je reçois pour cela le docteur Dongfa Siteli Tinda. Il est de l'Institut de la recherche médicale et d'études des plantes médicinales, placé sous l'autorité du ministère de la Recherche et de l'Innovation. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Dites, à date, quelle est la contribution des plantes médicinales dans la lutte contre le coronavirus? Oui, nous savons que les plantes médicinales font partie des substances naturelles qui sont utilisées par les populations locales pour leurs soins de santé. Ces plantes constituent un patrimoine pour le Cameroun parce que sa flore est très riche. Donc c'est une source d'exploration, de découverte de nouvelles substances pour la lutte contre la plupart des maladies. Et il est question de travailler ensemble avec les tradipraticiens qui sont les détenteurs de ces savoirs traditionnels pour évaluer le potentiel de ces substances en évaluant leur innocuité et leur efficacité pour lutter contre la Covid et les maladies associées à cette pandémie. Il y a certains traitements qui ont eu pignon sur rue depuis le début de cette riposte. On ne va pas les citer, mais dites, où en est-on avec leur certification? Ok, en ce qui concerne la certification, elle est interministérielle puisque nous avons plusieurs ministères qui interviennent. Et dans cette certification, nous nous occupons des aspects scientifiques. En ce qui concerne les aspects scientifiques, nous travaillons en collaboration avec les tradipraticiens qui sont venus vers nous au début de cette pandémie. Et ce que nous faisons à l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales, c'est essayer de vérifier les produits qu'ils nous proposent pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur en termes de constituants chimiques et également pour voir si ces produits ne sont pas toxiques. Nous évaluons également l'efficacité de ces produits contre la maladie opportuniste de la Covid. Et je pense que les résultats que nous avons à l'heure actuelle sont intéressants et nécessitent un travail encore beaucoup plus approfondi. Merci. Merci aussi. Cet entretien vient de s'achever. Merci d'avoir répondu à notre invitation à Tabadine Omar. Demain, c'est samedi, nous poursuivons le tour des régions. Nous mettrons le cap sur la région de l'Ouest. À vous le plateau. Merci Évariste Eyenga. Merci à votre invité pour toutes ces informations, les encouragements du 20h30 à cette œuvre. La suite du journal avec la réinsertion des ex-Boko Haram du centre de Méry dans la région de l'extrême nord qui passe par l'octroi des terres cultivables. Le gouverneur Midiawa Bakari s'est rendu dans ce centre qui héberge plus d'une centaine d'hommes, de femmes et d'enfants sortis des rangs de la secte terroriste. Les détails avec Abdelaziz Amadou de CRTV Extrême Nord. Une nouvelle vie au centre de transit de Méry. Sous l'encadrement du chef de centre régional Oumar Pichahir, les 155 ex-combattants se forgent une vision plus optimiste de l'avenir depuis leur arrivée dans cette localité du Diamari. Dans le groupe, 41 enfants, 87 hommes et 28 femmes, dont 9 enceintes. Ces dernières disposent déjà de leur chèque santé.
L'État du Cameroun a pris des dispositions pour faciliter la réintégration de ces désengagés. Mais le défi aujourd'hui est celui de la disponibilité des parcelles de terres cultivables. Le Lamido de Mémé avait mis à disposition une quinzaine d'hectares, mais ce n'est pas encore opérationnel. Le chef de Godola a décidé de mettre une superficie d'environ 15 hectares à disposition, qui pourra dans un premier temps servir de terrain d'expérimentation. Nous allons donc saisir la hiérarchie pour exprimer les besoins. En attendant la réponse de la hiérarchie, le gouverneur de la région a invité tous les chefs traditionnels et les responsables des démembrements des ministères impliqués dans la réinsertion à apporter un soutien constant aux chefs de centre régional de désarmement, de démobilisation et de réintégration de ces ex-combattants du groupe Boko Haram. La communauté musulmane vient d'entamer les 10 jours précédant la fête du sacrifice consacrée à la pratique de l'islam dans toute sa plénitude. Jeûne, dévotion, adoration au monde constituent l'essentiel des actes pour exalter et magnifier Allah. Les détails dans ce reportage de Sadou Mamoudou. La première décade du Zulhijja, mois béni du Hajj, débouche sur la fête du sacrifice, l'Aïd el-Kébir, un rituel consolide de ce moment qui boucle le calendrier islamique. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a prêté serment par ces jours. Dans ces journées, vous avez la journée de Arafat et vous avez le lendemain la journée du grand sacrifice. Et vous avez le jour de Tarwiyah qui est le 8 du mois de Zulhijja où les pèlerins quittent leur hôtel pour ceux qui sont des étrangers en Terre Sainte et d'autres quittent leur maison pour se rendre dans les sites les plus importants où se déroulera le pèlerinage. Mais comment accueillir ce moment, bonifier les récompenses et consolider sa foi? Les prières, l'aumône obligatoire, le jeûne, la bonté, la bienfaisance sous l'aspect strictement social, un repentir sincère de tous les péchés. La fête du sacrifice en mémoire de l'acte d'Ibrahim qui intervient au lendemain de la station debout au mont Arafat se fera suivant un protocole strict. La maladie à coronavirus oblige. Zulhijja, dernier mois du calendrier hégirien, consacre les actes les plus aimés par Allah, le tout clément et le tout miséricordieux. De nouveaux centres de formation de football portant le nom de Roger Mila seront bientôt créés au Cameroun. C'est ce qui ressort d'une visioconférence tenue cette semaine entre des opérateurs économiques camerounais et des responsables d'institutions régionales et municipales d'Italie. Les détails avec Joseph Guetta-Mandeng. Elle aimerait participer à ce forum. Alsat a créé la plateforme d'échange. De nombreux opérateurs économiques camerounais ont saisi l'occasion à travers le projet Reverso. Le projet Reverso, c'est un projet qui vise à encadrer les enfants démunis et défavorisés. Et ce projet vise à construire des écoles de formation dans les 10 régions du Cameroun. Et tous ces centres porteront le nom de Roger Mila. Les écoles de formation Roger Mila auront une spécificité. Nous voulons que ce soit un centre qui soit un centre comme en Europe, qui n'est pas payant, pour donner la chance à tous les enfants. Nous savons qu'il y en a beaucoup qui jouent bien au football, mais qui n'ont pas cette possibilité d'avoir un centre. Au centre de la préoccupation des différents acteurs, l'intérêt des jeunes enfants. C'est un sponsoring qui vient aider des centres de moyenne valeur comme les nôtres, ce que nous attendons beaucoup. Et puis vous savez, au pays, le football amateur en a vraiment besoin. La matérialisation de toutes ces ambitions sans doute se fera à la fin du mois de novembre prochain à Milan. Ce sera au cours d'un forum qui réunira une délégation camerounaise conduite par l'ambassadeur Roger Mila à certains mécènes et sponsors italiens. Au-delà des frontières nationales, focus sur la construction du grand barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu, construction à l'initiative de l'Éthiopie et du Soudan. Les parties en conflit sont en négociation pour un accord consensuel. La construction de ce barrage, quel enjeu? Voici le regard de Séverin Alégambélé. Le conflit diplomatique entre l'Éthiopie et l'Égypte dure depuis 8 ans. Les autorités d'Addis Abeba ont décidé de la construction de cet ouvrage pour le développement économique du pays. Seulement, l'infrastructure considérée comme la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique est une source d'inquiétude profonde pour les pays voisins, situés en aval. Il s'agit ici de l'Égypte et du Soudan. 25% de la population égyptienne vit des ressources du Nil et 95% de la population boit l'eau du fleuve. Alors pour l'Égypte, on parle de sécurité alimentaire et donc de sécurité nationale. Les tensions sont Après 9 ans de discussion, la crise entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie pourrait trouver réservoir du barrage. Des négociations sont entamées pour la signature d'un accord global.
À terme, le barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu sera la plus grande retenue d'eau d'Afrique et le 13e grand barrage du monde en termes de capacité hydroélectrique. Cet important communiqué qui nous parvient, le ministre des Enseignements secondaires porte à la connaissance des candidats au baccalauréat série C, D et TI de la session 2020 que les épreuves de physique, sciences de la vie et de la terre et de chimie sont reprogrammées pour le lundi 3 et le mardi 4 août dès 7h dans leurs centres de composition respectifs sur l'étendue du territoire national. Par conséquent, le chronogramme de passage des épreuves du probatoire de l'enseignement secondaire général des séries A, ABI, C, D, E et TI subira un léger décalage. Les épreuves écrites débuteront le mercredi 5 août à 7 heures précises dans l'ordre de passage initial. Et quant aux épreuves initialement programmées les 3 et 4 août 2020, elles se dérouleront plutôt les lundis 10 et mardi 11 août 2020. Voilà qui met un terme à ce journal préparé avec la collaboration de Étienne Pascal Azegue, Caroline Ouetté et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information à minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée à tous. Essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.